Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue au débat. Je me présente Dominique Gagnon, président du comité des élections. Je suis accompagné de Thaïs Merceta, qui est vice-présidente du même comité. On est ici pour les candidats qui se présentent au poste à l'exécutif, donc la présidence et la deuxième vice-présidence. Pour commencer, on va faire le tirage au sort, savoir qui va être le premier à commencer sa présentation. Et ça va déterminer ensuite, en alternant, qui va faire les prochaines étapes. Qu'est-ce que je vais faire? Oui. Donc, le tirage au sort a sélectionné M. François Bernier. Donc, bon débat à tous. Je vais être là pour m'assurer que tout est fait dans le respect, dans le délai des minutes que vous avez. Vous avez une feuille comme ça qu'on a pris à l'entrée tantôt. Donc, on s'assure de respecter le temps et l'alternance qui est présentée ici. Merci. On est bon. Alors, bonsoir. Bonsoir aux membres qui nous écoutent en différé. Donc, je suis François Bernier, un enseignant du primaire depuis 2002. J'ai été délégué de mon école de 2011 à 2018, membre du conseil d'administration depuis 2015, vice-président de 2018 à 2022 et depuis 2022, président du syndicat d'enseignement de la région de Québec. J'ai occupé ces fonctions-là avec l'ensemble des mandats qui viennent avec, là, donc les représentations au niveau du comité de participation des enseignantes et enseignants, conseil d'établissement, responsabilité de comité face à l'employeur. J'ai chapeauté des délégations ou des groupes de travail. J'ai récemment fait avec l'équipe une médiation avec le Centre de services scolaires des premières seigneuries. J'ai toujours joué ces rôles-là avec beaucoup d'humilité, de fierté à représenter les collègues et avec une rigueur. Les profs méritent le mieux. Ces expériences m'ont permis d'apprendre la structure dans laquelle on évolue, ses bons côtés et ses zones d'amélioration souhaitées. J'ai vécu de l'interne les grands changements de l'organisation des 10 dernières années. Je sais d'où on vient, j'ai une bonne idée d'où on doit aller tous ensemble, tout en sachant très bien où on est actuellement. La négociation nous a toutes et tous laissés amers. Les membres adressent des critiques. On en est là. Vous ne m'avez jamais entendu critiquer la fédération ici. Pourtant, je suis très critique. La présidence a un rôle à jouer au niveau de la cohésion pour le bien collectif. Il y a des lieux pour faire des représentations. Ces représentations-là sont faites à tout moment afin que les choses se déroulent dans le bon ordre. Donc, j'aurai à revenir sur des aspects. Je vois que le temps est déjà terminé. Merci. On va poursuivre avec la présentation de M. Chad-Letellier. Donc, moi, je me rappelle encore la soirée où on a voté pour un mandat de grève générale illimitée. C'était une soirée qui était électrisante. J'ai entendu la vérité, vos vérités à vous, aux profs. J'ai entendu vos cris du cœur. J'ai entendu que vous aviez besoin de changement. J'ai vu que les gens en avaient assez. Donc, quand j'ai entendu vos discours, j'ai été inspiré. Votre vérité et votre passion m'ont inspiré. Et ce que j'ai vu, c'est des gens qui voulaient du changement, qui voulaient se battre, qui ne voulaient pas que ça reste pareil. Puis cette soirée-là, quand j'ai été me coucher, je n'avais pas fermé les yeux. Parce que pour la première fois depuis longtemps, j'étais excité à l'idée du changement qui était à venir. J'avais les yeux fermés puis les avis ouverts. On a connu une mobilisation qui était historique. On a connu un niveau de sport historique. Mais l'entente, elle, n'était pas historique. Il va sans dire que la grève n'a pas eu les résultats escomptés. C'était temps de voter, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de nos collègues qui étaient absents, qui manquaient à l'appel. On nous propose un bilan sous la forme d'un questionnaire d'1 heure, et pour moi,
Ça ne rend pas justice aux efforts qu'on a déployés. Ça ne rend pas justice à la passion qu'on avait au moment de voter pour la grève. Et je trouve ça inconcevable que notre présidence actuelle nous ait recommandé cette entente-là. N'ait pas fait acte de dissidence. Je trouve ça inconcevable de recommander une entente qui préserve tout juste le pouvoir d'achat. Je trouve ça inconcevable de recommander une entente qui ne fait rien pour la composition de la classe. Au CSSDPS, ils ne vont même pas pouvoir bénéficier de ces mesures d'atténuation-là. Ça n'a pas de bon sens. Et si on en bénéficie au CSSC, ce n'est pas la grande majorité des enseignants qui vont voir une différence dans la composition de la classe, qui vont voir une différence dans leur vie. Donc, ce que Mathieu et moi, on propose, c'est du changement. On ne peut pas continuer dans la même vieille direction qui ne fonctionne pas, qui démobilise les membres. Il faut sortir un petit peu des sentiers battus et c'est quelque chose de différent. On parle d'un rôle plus actif pour le CD et pour le CA et nos membres, une plus grande présence dans les écoles. Et bon, c'est terminé, mais... OK, merci. On passe au premier thème maintenant. Donc, les candidats, on a eu des sélections de thèmes à aborder ce soir. On commence avec le premier. Donc, toujours en suivant cette feuille-là, vous avez l'exercice du pouvoir et de la démocratie dans notre syndicat. Chaque personne candidate a 3 minutes pour présenter son propos, la manière qu'il voit ça. Puis, le tirage au sort fait qu'on commence avec Chad Letellier. Donc, j'aimerais commencer par dire que Mathieu et moi, on croit fermement à un fonctionnement entièrement démocratique où chaque instance a son rôle à jouer, où est-ce que le pouvoir est balancé et horizontal et non vertical. On croit aussi que la culture syndicale n'est pas monolithique dans ses valeurs et dans ses luttes et qu'elle ne devrait pas être imperméable aux opinions contraires et que ça devrait être discuté sur nos planchers à nous. Donc, les statuts de notre syndicat sont conçus pour permettre à ce fonctionnement bien balancé dans les différentes instances. Le problème, c'est qu'on leur donne présentement pas les occasions à ces différentes instances-là de réellement remplir leur rôle, de faire ce que les statuts prévoient comme étant de leurs compétences. Encore tantôt, on nous a fait une présentation au sujet d'une action de notre fédération sans donner l'opportunité de nous prononcer à ce sujet-là. Je l'ai fait pareil, mais on aurait dû tous pouvoir avoir l'occasion de le faire. Donc, on a seulement pu poser des questions. Je comprends que c'est un sujet qui ne fait pas l'unanimité, mais il faut permettre la discussion, même si ça ne va pas nécessairement dans le sens qu'on voudrait. Le conseil d'administration devrait être l'instance de la politique la plus influente avec le conseil des personnes déléguées. Malheureusement, il est excessivement rare qu'on entende parler du conseil d'administration, qu'on entende ses recommandations. Plusieurs personnes ont quitté le conseil d'administration à travers les années en citant des raisons telles que le manque d'influence et d'écoute. C'est surprenant parce que dans nos statuts, la compétence qui est reconnue au conseil d'administration est large. Il y a beaucoup de choses qui leur permettent, gens qui font qu'ils peuvent s'adresser fréquemment aux personnes déléguées et aux membres sur une grande variété de sujets. Et on pense qu'il faudrait prendre l'habitude de réserver du temps aux membres du conseil d'administration pour s'adresser aux membres lors de chaque réunion si les membres du CSA l'estiment pertinent. Les statuts prévoient aussi une compétence très large au conseil des personnes déléguées qui a le droit de regard sur les activités du comité exécutif et de se prononcer sur les orientations de notre fédération. Mais dernièrement, les tentatives de se prononcer sur les orientations de notre fédération ont été rencontrées avec l'opposition de la présidence actuelle, ce qui n'est pas quelque chose qui va particulièrement encourager l'exercice de la démocratie. Si on veut une véritable démocratie syndicale, il faut qu'on reprenne l'habitude de se prononcer sur ces orientations-là pour qu'elles reflètent un petit peu plus la volonté de nos membres. Donc, ce qu'on propose, c'est plus de points décisionnels et de consultation pour permettre de se prononcer collectivement. Qu'on remplisse pas seulement un questionnaire, mais qu'on puisse débattre et avoir un réel échange d'idées afin de nous permettre de prendre une position qui est mûrement réfléchie et qui va refléter nos intérêts. Donc, se prononcer sur les orientations de notre fédération, ça peut juste être bénéfique. Si notre fédération, ça va dans une direction qui ne nous convient pas, c'est important qu'on puisse le dire. Et si elle va justement dans une direction qui nous convient, si elle fait des bons coups, c'est important qu'on puisse la féliciter et souligner ces bons coups-là, pour permettre aux gens qui nous représentent d'agir avec un mandat fort sans craindre que ça vienne les hanter. Donc, ça leur permet de dire à la partie patronale que les membres sont derrière eux et qu'ils peuvent exercer des moyens de pression parce qu'ils vont savoir comment les membres se sentent par rapport à leurs décisions. Donc, il faut prendre l'habitude de se prononcer. On le sait, on le voit, le taux de participation aux élections et aux assemblées il est très bas. On a beaucoup de nos membres qui ne se sentent pas représentés, qui se sentent oubliés, qui n'ont pas l'impression de pouvoir exercer une quelconque influence sur ce qui se passe dans le syndicat. C'est le temps de rétablir les ponts avec ces gens-là, d'aller à leur rencontre et de leur donner une plateforme pour être entendus. Okay, merci. On poursuit donc avec M. François Bernier. Il y aurait quand même beaucoup d'éléments sur lesquels je pourrais réagir sur ce qui a été mentionné. Je vais m'en tenir à ce que j'ai préparé comme
présentation sur le thème. J'avais une compréhension vraiment différente parce que pour l'exercice du pouvoir et de la démocratie syndicale dans notre syndicat, je le vois davantage sur le sens du mot démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Donc, comment on peut donner le pouvoir aux membres? Donc, puis là, la question que je me posais, mais de quel pouvoir a-t-on, à quel pouvoir on fait référence? Et comme organisation syndicale, on a essentiellement un pouvoir d'influence. On développe des stratégies d'intervention face à l'employeur ou face à la direction pour qu'ils prennent en considération la perspective des gens qu'on représente dans les décisions qu'ils prennent. Ce qui aide à avoir de l'influence, c'est la rigueur, la combativité, la crédibilité. C'est toutes des qualités que je possède. Pour exercer ce pouvoir, la démocratie syndicale a un rôle important. Ultimement, elle permet aux membres de s'exprimer sur les recommandations qui sont mises au jeu pour en décider. Ils ont un droit de vote. Mais au-delà de ça, la démocratie syndicale, elle doit se vivre au quotidien pour permettre aux membres de prendre position et de donner des mandats à leurs représentants. La meilleure convention collective qui n'est pas respectée ne vaut rien. Donc, c'est là où l'exercice du pouvoir comme organisation syndicale, c'est d'outiller nos personnes déléguées, outiller les membres pour développer un pouvoir d'agir collectif. La démocratie syndicale doit se voir au quotidien dans le maintien d'un rapport de force avec l'employeur, où le nombre est un atout à ne pas négliger. Lorsqu'il y a un milieu qui se lève face à la direction, généralement, il y a des choses qui bougent. Je suis quelqu'un qui travaille en collégialité, recherche de consensus. Je suis un gars d'équipe, je suis rassembleur. Donc, dans les groupes où je contribue, je recherche la contribution de tous. J'ai une excellente capacité d'écoute. Il y a des éléments sur lesquels on pourrait s'attarder à l'exercice du pouvoir sur le rôle, comme la manière dont on exerce notre leadership. Il y a différents moments où le leadership doit s'exercer de différentes façons. On se doit d'être moteur, acteur de changement dans certaines situations, d'autres moments où on se doit d'être à l'image des membres. Donc, c'est tout ce dosage-là qu'il faut apprendre à doser dans le rôle qu'on convoite, et c'est une expérience que j'ai. On a des structures décisionnelles au niveau de l'organisation, on a un pouvoir de recommandation. On sort d'un contexte où, dans les 4 dernières années, il y a eu 2 négociations nationales, une pandémie. Donc, c'est sûr qu'on est dans une dynamique particulière. Merci. Donc, ça met fin au thème numéro 1. On va tout de suite aller au deuxième. Donc, l'éducation syndicale. L'alternance fait que M. François Bernier commence dès maintenant. Si l'éducation est la base de la société, l'éducation syndicale est la base de l'action et de la vie syndicale. À l'ère où la nouvelle gestion publique a pris des tangentes vers le principe de subsidiarité, là, où chaque décision est décentralisée dans les établissements et que chaque établissement a une autonomie dans la prise de décision, en respectant les balises du ministère, l'éducation syndicale offerte par l'organisation doit répondre aux besoins des membres dans les milieux pour faire en sorte d'atténuer le pouvoir patronal. Elle se doit d'être au cœur de nos priorités. Dans les dernières années, est-ce que ça a toujours été le cas? La réponse est non. Toutefois, on est dans un contexte, on en sort. Dans les dernières années, malgré ce que je viens de mentionner, on a repris la production puis la diffusion de fiches ou de guides syndicaux. Les capsules d'information en délégué dont on a fait preuve là, dans les dernières rencontres, le mentorat qui vient d'être mis sur pied, l'accompagnement qu'on offre dans les milieux qui vivent des difficultés, c'est des éléments qui contribuent à l'éducation syndicale. On a un intérêt à développer de nouvelles formations pour les personnes déléguées pour les aider à jouer leur rôle. En fait, l'éducation syndicale, c'est la clé de voûte. Pour améliorer le quotidien, l'action collective est nécessaire pour permettre aux profs de développer une posture d'affirmation face à la direction. Pour y arriver, les profs doivent connaître leurs droits, doivent prendre connaissance des enjeux, identifier les lieux de pouvoir et
de développer une posture. Tout ça, ça se fait démocratiquement, ça se fait par les équipes écoles, ça peut se faire par l'organisation syndicale aussi. Ça vient donner un sens à la mobilisation, l'éducation syndicale. Qu'est-ce qu'on gagne à se déchirer ouvertement? Il y a un adage patronal qui dit « diviser pour mieux régner ». Donc, il y a des éléments où on a intérêt à, oui, prendre le temps de jaser entre nous, mais de développer des positions ensemble. Question de travailler sur la solidarité, faire consensus, éviter de diviser le rapport de force qu'on peut avoir pour que ce soit à l'avantage des profs. Parce que, comme je le mentionnais, si on se divise, on avantage l'employeur. Donc, je veux mettre mon côté rassembleur au service des membres et de l'organisation syndicale pour être un acteur de solidarité, et l'éducation syndicale va être un levier important pour y arriver. Merci. On va poursuivre avec M. Charles Letellier. Donc, l'éducation syndicale, ça se fait beaucoup aller en allant à la rencontre des membres, et ça, je ne le vois pas tant que ça, pour être honnête. En fait, ce que je vois beaucoup, c'est une déconnexion avec la réalité des enseignants précaires, des nouveaux profs. Je ne vois pas ce qui est offert à eux pour les aider à commencer dans leur carrière. En fait, c'est beau, j'ai offert des opportunités, des formations, puis mon collègue Mathieu va en parler beaucoup, de soutien aux membres. Mais ce que beaucoup de personnes ont constaté, c'est qu'au final, ça ne vient pas vraiment à répondre aux besoins des précaires, ce qui est offert actuellement. La plupart des nouveaux profs, ils ont la chance d'avoir des collègues en or qui vont prendre le temps de les guider, de les conseiller, de leur expliquer tout. Cela dit, ce n'est pas toujours le cas. Et je me questionne sincèrement sur ce que notre syndicat fait pour ce monde-là. Donc, c'est pourtant aussi facile que de passer un coup de fil quand on reçoit un formulaire d'adhésion syndicale, de demander comment ça se passe dans le milieu, de laisser savoir c'est quoi dans les offres de formation, c'est quoi que le syndicat peut faire pour ce membre-là, de demander ça se passe comment avec la direction. Les formulaires d'adhésion et rentrent pour téléphone, là, ça se fait appeler ces gens-là. Mais les précaires, leur première interaction avec le syndicat, ça prend du temps avant qu'elle arrive. Et même en dehors des précaires, les gens, ça fait longtemps qu'ils enseignent. L'autre jour, on était à Neuchâtel, on a des gens qui nous ont parlé qu'ils ne savaient même pas qu'ils avaient droit à 2 heures de télétravail. Donc ça, c'est juste la pointe de l'iceberg. Ça montre qu'il y a un problème vraiment plus important d'éducation syndicale. On dit qu'on va faire telle affaire, mais ça fait déjà 1 an qu'il y avait l'opportunité de faire cette éducation-là envers les membres, et je ne la vois pas arriver, pour être honnête. Donc, lorsque c'était le temps justement de voter sur l'entente de principe, notre fédération et notre syndicat, il aurait aussi dû être plus transparent et aurait aussi dû mieux éduquer nos membres sur les mécanismes préventifs sur la composition de la classe, qui s'annonce déjà comme étant insuffisant. Donc, on l'a vu justement pour bénéficier de ces mesures d'atténuation-là, il faut qu'une cohorte ait une difficulté de 50%. Au CSSDPS, la cohorte la plus utile qui a été reconnue et évaluée, c'est environ 38%. On n'a pas encore les chiffres pour le CSCC, mais on le sait justement qu'il n'y a probablement pas beaucoup de cohortes qui vont bénéficier de ces mesures-là. Donc, ça ne va rien changer pour les profs. Et ça, justement, notre syndicat aurait dû faire son devoir d'éducation et le dire aux enseignants et enseignantes pour les éduquer sur cet enjeu-là, leur laisser savoir ça. C'est un manquement qui a été fait. C'est la même chose aussi pour la clause d'ajustement salarial. On le sait que cette clause d'ajustement salarial-là est censée nous protéger de l'inflation, mais est-ce qu'elle le fait vraiment? La réponse est non. Donc, on a tout simplement un 10% qui est protégé. Ce pourcentage-là, il est juste engagé sur des défis déjà de l'inflation de plusieurs pourcentages. Donc, au final, ça ne protège pas. Et ça aussi, c'est quelque chose que notre syndicat aurait dû éduquer les membres à ce sujet-là. Donc, sincèrement, je félicite les membres du Conseil des personnes déléguées d'être restés neutres et je compte dans la présentation de l'entente, dans leurs recommandations. Et je suis content de voir que quand c'était le temps de voter, nos membres ils ont su voir au travers de ces gains qui étaient creux. Et qu'on va voter majoritairement contre. Parce que justement, oui, la majorité ont voté contre, mais je ne pense pas qu'il y avait personne qui était vraiment enthousiasmé par cette entente-là au final quand c'était le temps de voter. Donc, l'éducation syndicale, ça se fait beaucoup sur le terrain et je ne vois pas vraiment ça en ce moment. Merci. Donc, ce qui met fin au thème numéro 2. On va poursuivre avec... on va sélectionner les 3 délégués qui pourront aller au micro. Et vous aurez 1 minute pour poser votre question. Les candidats auront 2 minutes pour y répondre. Je vais nommer les 3 délégués, puis vous viendrez à tour de rôle au micro. Le premier, c'est Yves Baribeau, Louis Turmel, Pascal Paquette. Louis Trudel. Excuse-moi, Louis.
Joanie Côté. Monsieur Paquette, est-ce que vous venez au micro? OK. Isabelle Giroux. OK, merci. Donc, on va commencer avec la première question. Micro numéro 1, Monsieur Yves Baribeau. Oui, j'aurais deux questions en tant que telles. La première est d'ordre général. J'aimerais savoir comment vous voyez l'implication de l'exécutif du SERQ au niveau de la fédération. Et la deuxième, je ne sais pas si je peux s'adresser à M. Letellier. Quand on parle de convention, on parle de convention collective, on doit suivre la fédération. Comment est-ce qu'on peut faire pour, selon vos dires, comment est-ce qu'on peut faire pour critiquer ou venir back à une convention collective qui a été signée par une fédération? OK, donc je souligne qu'on avait droit à une question. C'est le général. OK, on skip la première. Donc, dans l'alternance, Chad va commencer à répondre à la question. Donc, la question sur comment critiquer une convention collective, si j'ai bien compris la question, à vrai dire, c'était avant même de la signer, cette convention collective-là. Je pense que notre présidence avait le devoir de nous éduquer un petit peu plus sur les petits problèmes de cette convention collective-là qu'on nous proposait, de cette entente de principe-là qu'on nous proposait. Donc là, on s'en va pour la signer, mais est-ce qu'on peut quand même se prononcer sur les problèmes de cette entente-là pour qu'après ça, dans les prochaines négociations, on puisse les adresser? Je pense que oui. Moi, je l'ai fait justement en vous emmenant le sujet sur le gel d'échelon. Je vous ai proposé, puis je vais vous proposer des opportunités de vous prononcer sur les décisions que la FAE a faites, que la Fédération a faites. Je pense que c'est sain de le faire à toutes les étapes, que ce soit avant, pendant ou après. Est-ce que ça va changer la convention collective? Non, on est pris avec pour les prochaines années, mais est-ce qu'on peut déjà préparer la prochaine négociation et essayer de faire en sorte qu'on négocie de manière un petit peu plus réfléchie? Est-ce qu'on peut faire en sorte qu'on prenne un peu plus en compte l'opinion des membres? Je pense que oui. Je pense que ça a démontré justement cette négociation-là, que des fois les membres n'étaient pas vraiment entendus. La communication qu'on avait avec la fédération n'était pas là. On ne nous a pas parlé justement de ses intentions justement par rapport aux autres acteurs justement de la grève généralité de la FSE, etc., du Front commun. On n'a pas su c'était quoi leur stratégie. Il n'y a pas eu de transparence à ce niveau-là. Donc, il faut qu'il y ait plus de communication avec notre fédération. Il faut qu'on puisse se prononcer sur les orientations qu'ils prennent, sur les décisions qu'ils ont prises ou qu'ils vont prendre, et qu'on puisse aussi dire qu'est-ce qu'on veut. Et ça, c'est quelque chose qu'on devrait faire en conseil des délégués, même dans nos assemblées, dire c'est quoi qu'on veut, c'est quoi qu'on n'aime pas. Et si c'est juste pour se faire entendre, je pense que c'est déjà là une grosse victoire. Merci. À votre tour, M. François. Oui. Une convention collective, une entente de principe est le fruit d'une négociation. C'est d'innombrables rencontres, d'échanges entre les parties pour faire avancer les priorités d'un groupe. Quand la FAE négocie pour les profs, elle a les demandes des profs et cherche à les faire progresser. Tout au long de cette négociation-là, le comité exécutif, la présidence du SERQ a fait le travail nécessaire pour que le projet d'entente soit amélioré. Vous allez me dire, mon Dieu, puis c'est ça à la fin? Oui, c'est ça à la fin. Il y a une partie qu'on contrôle, il y a une partie qu'on ne contrôle pas. Le gouvernement, on peut se le dire, on peut se regarder, on peut se critiquer, là, mais on était face à un employeur qui était intransigeant, un employeur qui, sans scrupule, nous a laissé 22 jours dans la rue et on semble l'oublier rapidement. Donc,
tout au long du travail, tout au long du travail de négociation, les représentations ont été faites afin d'améliorer. Maintenant, il y a eu un moment donné où l'analyse a déterminé qu'on avait une entente de principe. On l'a soumis aux membres en respect de ce qui a été voté par les différentes instances. Lors de l'Assemblée générale, j'avais un mandat du Conseil fédératif de négociation. Est-ce que je peux commencer à parler contre? La réponse est non. Est-ce que je me suis somme toute gardé une certaine neutralité? Parce qu'il y a des gens dans la salle qui m'ont dit « François, tu nous l'as poussé dans la gorge. » D'autres m'ont dit « François, tu ne voulais vraiment pas qu'elle passe. » Alors, j'estime qu'à quelque part, il y avait une certaine neutralité. OK, merci. Question numéro 2, je vais poursuivre avec M. Pascal Paquet. Bonsoir, Pascal Paquet, secondaire à la Seigneurie. Donc, ce que je constate depuis plusieurs années, c'est le désintérêt des membres sur l'importance d'avoir une bonne compréhension d'une entente de principe. Qu'avez-vous l'intention de faire afin de sensibiliser les membres, de bien comprendre le bien fondé, de prendre le temps d'analyser, de critiquer et de questionner une entente dans le but de prendre la meilleure décision possible? Donc, dans le fond, ma question, là, c'est vraiment, je ne veux plus revivre ce qu'on a vécu depuis les 2 dernières négos, ou ce qu'on a hâte de voter sans prendre du temps. Donc là, je vous ai entendu répondre à la première question qui était vraiment l'entente de principe. Maintenant, c'est la sensibilisation sur les membres que je veux entendre. Merci. Merci. Donc, l'alternance pour la première question. On va permettre à François de répondre en premier. Oui. Question intéressante. On trouve que la tâche, nos conditions de travail demandent beaucoup d'amélioration. On a obtenu un lot de modifications au contrat de travail. L'inconvénient qui vient avec, là, c'est la durée de la présentation. Dans les statuts actuels, parce qu'on fonctionne, on se doit de se gouverner avec nos statuts. Donc, on a une assemblée générale, on présente l'entente de principe, il y a une décision. Je ne suis pas en train, je n'ai pas le pouvoir, moi seul comme membre, même si je suis à la présidence, je n'ai pas le pouvoir de modifier les statuts. Il y a des amendements et des modifications qui peuvent être amenées pour être débattues. Malgré ce que j'ai entendu la question, oui, les assemblées générales ont été longues les 2 dernières. Dans les 2 cas, la documentation a été acheminée aux membres bien avant. Elle n'a pas été présentée séance tenante comme ça a pu être le cas la dernière fois en 2016. Donc ça, c'est des éléments qui peuvent être mis de l'avant. Est-ce qu'il y a des capsules de vulgarisation qui peuvent être faites? Oui. Est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent être mis de l'avant? Oui. Mais pour l'instant, dans l'état actuel des choses, je vous dirais que particulièrement, c'est pas tant ça que nos statuts prévoient. Pour que ce soit différent, il faudrait faire des modifications. C'est des choses qui sont possibles. Il y a un comité des statuts, il y a des travaux d'amorcer qui sont la suite là, pour cette année des modifications de l'année dernière. Mais sinon, on a prévu faire un appel aux membres sur c'est quoi que vous souhaitez. On a déjà identifié des choses et l'Assemblée générale fait partie des chantiers qui sont identifiés. Alors, de cette manière-là, on estime qu'on sera en mesure de faire les ajustements nécessaires qui pourraient répondre aux besoins des membres. Merci. On poursuit avec M. Chab. Donc, dans notre plateforme, on parle genre, de la mise en place d'un chantier pour modifier les statuts afin de permettre des assemblées générales qui se termineront à des heures raisonnables tout en favorisant de réels débats. Ça serait vraiment un véritable gros chantier. Ce ne serait pas quelque chose qui se prendra à la légère. Il y a des questions justement de coût des assemblées aussi. Il y a des questions justement des responsabilités des parents. On sait qu'il y a des gens qui vont devoir faire regarder leur enfant si on fait une assemblée en présentiel. On sait qu'il y a des gens qui venir en présentiel, ce n'est pas toujours une option, donc ils ont besoin d'être à distance. Mais on sait aussi qu'à distance, ça a ses problèmes. Moi, ce que je trouve déplorable, justement, c'est que jusqu'à présent, il n'y a pas eu vraiment de discussion, il n'y a pas eu vraiment de sujets qui ont amené à ce sujet-là pour demander aux membres qu'est-ce qu'ils veulent. Il faut qu'il y ait des discussions là-dessus. Ça se peut qu'on ne trouve pas la solution du jour au lendemain, mais ça serait important d'entendre des membres à ce sujet-là. Et en ce moment, je ne vois pas d'efforts qui ont été faits dans ce sens-là. Et je trouve ça dommage. Donc, c'est souvent des questionnaires à remplir qu'on nous offre de faire. C'est pas ça qui va susciter l'intérêt des membres. Donc, oui, il y a plein de formules qui vont être possibles, que ce soit faire des vidéos, des capsules.
Mais je pense que ça serait important de poser la question aux membres et de retourner la question. On a le comité des statuts qui vont, j'imagine, pouvoir se pencher là-dessus. Et c'est nous aussi qui devrions essayer de trouver des solutions pour ça. Il y a des gens qui vont me dire que c'est impossible. Ça se peut aussi que ça soit impossible. Ça se peut qu'il n'y ait pas une solution qui fasse plaisir à tout le monde, mais je pense que c'est important au moins qu'on essaye de voir si c'est quelque chose qu'on peut faire, une formule qui peut mieux fonctionner. On a vu justement des gens comme le CI, le syndicat de la Haute-Témasque, qui ont essayé une formule différente de tous les syndicats de la Fédération, puis ça, il faut regarder ça. Mais il faut aussi se pencher sur comment on présente ces ententes de principe-là aussi dans les documents. Donc, c'est ça aussi que je vous avais amené au Conseil des délégués. Moi, je vais partager mon opinion que c'était pas adéquat de la façon que c'était écrit, qu'il manquait des détails, que les gens ne savaient pas c'était quoi qui les concernait, qui les concernait pas. Et ça, je pense que oui, on peut faire des meilleurs documents sans même les allonger. Le document de la FSA était pas mal plus court, puis au final, ils ont été capables de le dire clairement à leurs membres qu'ils n'allaient pas bénéficier de ce retrait d'échelon. OK, ceci met fin à la question numéro 2. Donc, au micro numéro 3, on est prêt pour Mme Isabelle Giroux. Oui, bonsoir. J'aimerais savoir, dans le passé, là, on avait l'habitude de voir des gens qui s'impliquaient comme délégués au CA, dans les instances, comme VP, puis ensuite comme présidence, à la présidence. Donc, j'aimerais savoir pourquoi une candidature au poste de présidence. Merci. Donc, on poursuit avec Chad. Donc, juste pour m'assurer de comprendre le sens de la question, c'est dans le sens où pourquoi est-ce que je me présente directement à la présidence? Donc, j'ai vu le besoin de changement. Je ne pouvais pas rester les bras croisés quand je constatais que la façon de faire actuelle n'était pas satisfaisante, qu'on ne consultait pas les membres. Moi, je suis quelqu'un dans la vie qui, oui, des fois, allait un petit peu plus vite. Je n'ai même pas été au cégep, imaginez-vous. J'étais directement à l'université. Mais quand je vois un problème, ben, je m'attaque, je l'adresse. Donc, j'ai vu des problèmes chaque l'entente de principe. Je me suis penché là-dessus. J'ai mis des centaines d'heures. J'ai été m'informer avec plein de gens. Donc, oui, j'aurais pu passer par d'autres chemins en premier, mais je pense que c'est important qu'on ait une élection. Je pense pas que ce soit simple pour une démocratie qu'il n'y ait pas d'élection, qu'il y ait juste des gens qui soient élus par acclamation. Donc, si on ne s'était pas présenté, Mathieu et moi, il n'y aurait juste pas eu d'élection. Donc, oui, peut-être que ça saute des étapes. Peut-être qu'on aura énormément de choses à apprendre si on est élu, mais on est prêt à faire ce travail-là. On a hâte de le faire, ce travail-là. On a hâte de se doter des mandats, de rencontrer les gens dans les écoles, puis d'emmener du changement. Donc, oui, ça va peut-être vite, mais c'est le temps qu'on ait du changement. On ne peut plus continuer avec la vieille méthode qui ne marche pas. OK, merci. Donc, autour de M. François Bernier. Indirectement, j'ai eu l'impression qu'on me relatait mes expériences, mais effectivement, je le mentionnais d'entrée de jeu, implication de longue date. Je termine ma 6e année au niveau du comité exécutif. Pendant mon premier mandat, les 3 premières années, j'ai vécu beaucoup d'adversité. On pense à la désaffiliation et tout ça, et l'affiliation à la FAE, qui se voulait un événement qui était quand même beaucoup plus heureux. Ça s'est fait dans des conditions quand même difficiles parce qu'on avait une collègue à l'époque au niveau du comité exécutif qui, malheureusement, a eu des ennuis de santé. Donc, ça l'a amené, avec mes 2 collègues de l'époque, à se souder, à être tissé serré pour faire face à la musique. Dans la suite des choses, bon, heureusement, la vie a repris une normalité. On a eu une 4e collègue qui s'est jointe à nous. Ensuite de ça, au niveau de l'organisation, bon, une direction générale. Ça a permis de reprendre des aises, mais le fait d'avoir travaillé serré initialement et après ça, dans les différentes épreuves, le soutien que je pouvais avoir auprès de mes collègues, ça m'a permis de voir un peu l'ampleur de c'était quoi la tâche. Puis la beauté dans tout ça, c'est même à l'automne 2022, lorsque je suis arrivé à la présidence, ça faisait des mois que je soutenais mon collègue, mon prédécesseur, puis que dans ma tête, maudit que je le savais dans quoi je m'embarquais. La réponse, c'était, je ne le savais même pas finalement. La tâche est d'une complexité, c'est d'une lourdeur, ça prend un sens de l'organisation, puis je suis très organisé et c'est pas un luxe. Donc, c'est pour ça, moi, que je suis à la présidence et que je souhaite maintenir mon implication. J'ai des éléments qui seront dans le mot de la fin. Merci. Merci. Donc, pour conclure, on aura 2 minutes pour chacun des candidats pour conclure. Donc,
c'est M. Chad Letellier qui commence. Donc, Mathieu et moi, on est conscients de la charge de travail énorme qui nous attend si nous sommes élus. Et honnêtement, on a hâte de pouvoir se mettre à l'ouvrage, on a hâte de s'approprier les dossiers et de nous mettre en action, d'aller chercher des mandats auprès des membres. On voit le besoin de changement, le besoin d'écoute de nos membres. On sent que le syndicat est prêt à aller dans une nouvelle direction dictée par les membres. Donc, on sait que beaucoup de membres attendent juste ça, d'avoir des réelles opportunités de s'impliquer et de contribuer. Depuis des mois, je consacre un nombre phénoménal d'heures à monter des dossiers, à lire des jugements, des ouvrages d'experts, à éplucher de la jurisprudence, à parler à des experts, à des avocates, avocats, même des anciens hauts fonctionnaires pour mieux comprendre comment ça fonctionne, pour faire avancer les choses, pour pouvoir amener un dossier qui est bien ficelé. Donc, j'ai commencé à faire ça parce que j'avais besoin de changement, parce que j'étais incapable de rester assis, les bras croisés. Oui, l'expérience, c'est beau. On a déjà d'expérience dans le gouvernement. Comme François Legault, ça fait très longtemps qu'il est dans le gouvernement, qu'il est député. Pourtant, il nous a emmené justement le projet de loi 15 et le projet de loi 23. C'était fait déjà par des gens d'expérience, mais il ne s'est pas penché, il n'a pas pris le temps de demander l'expérience des gens qui étaient sur le terrain. Donc, c'est lié à son expérience à lui, puis on le voit déjà que c'est une catastrophe, ces projets de loi-là. Donc, oui, l'expérience, ça peut être utile, mais ce n'est pas absolu. Surtout quand on ne va pas dans la bonne direction. Donc, on a besoin de regard frais sur nos problèmes, de sortir du cadre, d'explorer des nouvelles solutions, des nouvelles façons de faire. Ce dont nos membres ont besoin, ce n'est pas d'un autre gestionnaire, mais c'est de quelqu'un qui va leur donner une plateforme pour s'exprimer, qui va leur permettre de prendre des décisions tout le monde ensemble. Donc, Mathieu et moi, on a hâte d'aller à votre rencontre dans les écoles. Vendredi passé, on a déjà rencontré un recueil incroyable à Neuchâtel. On a pu s'adresser à des profs en très grand nombre, et on a vu qu'eux aussi avaient besoin de changement. Et on a envie de répéter la formule. Donc, que ce soit justement sur l'heure du midi ou le petit 4 à 6, 5 à 7 après les heures du travail. Nous, on est des profs du secondaire, on a envie d'aller à la rencontre des profs du primaire, de comprendre un petit peu mieux votre réalité, de se familiariser avec ça, de voir vos besoins. Même chose pour la FP et l'ETA. Donc, OK. faites-nous signe. Donc, le 2 minutes est terminé. On termine avec M. François Bernier. Oui. Donc, la négociation nationale est à sa fin. Le SERQ a besoin de personnes qui sont au fait de la progression de la négociation pour s'assurer que la mise en œuvre de la Convention, aussi imparfaite soit-elle, se fasse pour le meilleur pour les profs. Il est fort à parier qu'il y aura une négociation des ententes locales sous peu. Il sera important d'avoir des acteurs d'expérience et crédibles au poste stratégique. Ça fait 6 ans que je suis au service des profs et de l'organisation. Je la connais comme personne d'autre. Je veux profiter du prochain triennat pour poursuivre le travail qui est amorcé avec l'équipe en place et avec vous pour la défense des intérêts des membres sans augmenter le pouvoir de la partie patronale. Quand je suis arrivé à la présidence à l'automne 2022, j'avais des plans pour l'organisation pour mieux répondre à vos besoins, collègues enseignantes et enseignants et personnes déléguées. Il y a des actions qui ont été posées, mais il en reste beaucoup à faire. C'est pour ça que je sollicite votre appui pour un nouveau mandat. J'espère compter sur vous. Merci beaucoup. Merci. Donc, ceci met fin à au premier débat.